Good morning et bienvenue dans cette vidéo sur les bases de la photographie. Les débuts en photographie peuvent être déroutants et confus avec tous les paramètres, mais ne t'inquiète pas, le but est qu'en moins de 10 minutes, tu apprennes 70% des bases de la photo pour que tu puisses prendre des photos que tu aimes. Et lorsque tu n'y arriveras pas, tu sauras exactement comment régler le problème. Donc assure-toi de regarder jusqu'à la fin parce que je vais partager une technique bonus que j'utilise encore à ce jour pour réussir à prendre des photos facilement dans plein de circonstances différentes. Bon, bien entendu, on est d'accord, pour devenir un maître de la photo, il va te falloir passer 10 000 fois plus de temps sur ta pratique et ton apprentissage, mais voici une bonne fondation, j'espère, pour résoudre tes frustrations initiales que finalement on a tous eues. Si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Tellenberg, je suis un photographe de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro, une formation pas à pas pour développer ton œil de photographe. Je publie régulièrement des nouveaux tutoriels gratuits sur cette chaîne, donc abonne-toi. Bon, alors, pour commencer, il faut savoir que la photographie, c'est finalement l'art de capturer la lumière. Tout ce qui se passe à l'intérieur de notre appareil aura beaucoup plus de sens une fois que l'on comprend ça. Donc tous tes choix créatifs que tu vas faire en tant que photographe vont affecter la lumière qui rentre dans ton appareil. Donc la première chose à connaître, ça va être l'ouverture. L'ouverture fait référence à la taille d'ouverture du diaphragme de ton objectif. Est-ce que c'est utile à savoir? Oui et non. Non, car pour réussir ta photo, il faut simplement que tu comprennes que le chiffre après le F, le plus petit il est, et plus ton arrière-plan va être flou, et plus tu auras de lumière qui va passer à l'intérieur de ton appareil. Donc en fait, pour des portraits avec l'arrière-plan bien flou, il faudra donc chercher un chiffre après le F qui soit tout petit, et comme ça, tu auras ton arrière-plan qui sera bien flou. On a ce qu'on appelle du bokeh. Nos appareils fonctionnent comme nos yeux. En fait, plus il fait sombre et plus nos pupilles elles se dilatent pour faire rentrer la lumière, et ben c'est pareil. Notre diaphragme, il va ouvrir plus ou moins en fonction de si on veut faire rentrer plus ou moins de lumière. Et ce chiffre, l'ouverture, ça représente finalement à quel point c'est ouvert. Donc voici F1,2 jusqu'à F16. Tu peux vraiment voir à quel point notre diaphragme va s'ouvrir et se fermer. Et bien entendu, plus il est ouvert et plus tu vas avoir la lumière qui passe à travers. Et aussi, plus il va te coûter cher. Donc ça, c'est à savoir. Donc du coup, maintenant, on se dit, bah écoute, pourquoi ne pas tout shooter avec la plus grande ouverture possible? Eh bien, ce serait beaucoup trop simple. Donc en fait, notre ouverture impacte aussi notre profondeur de champ, c'est-à-dire la zone qui sera nette dans notre image. Est-ce que c'est juste le bout de mon nez ou est-ce que ce sera toute ma tête? Regarde ce qui se passe quand on passe de F1.2 à F16. Est-ce que tu arrives à lire ou à voir les objets qui sont derrière? Dans un cas, tu peux et pas dans l'autre. L'arrière-plan disparaît complètement jusqu'à réapparaître complètement à F16. Donc en fait, si tu veux faire un portrait et séparer ton sujet de l'arrière-plan, une grande ouverture, ça va être génial. Mais si tu veux discerner un petit peu plus de choses dans ton image, ça va être à toi de choisir une ouverture un petit peu plus petite d'une certaine manière, parce que notre diaphragme va se fermer par exemple autour de F4 pour des photos de groupe, ou même F8 pour un paysage ou une rue où tu veux finalement faire passer beaucoup d'informations. En tout cas, si tu cherches ces photos avec l'arrière-plan bien crémeux et qui disparaît, c'est vraiment pris avec une grande ouverture, un chiffre F qui est très petit. Dernière chose, tu n'as pas besoin de monter trop ton ouverture non plus, c'est-à-dire F16, F22, parce que tu vas aussi voir toute la poussière s'il y en a sur ton objectif ou même sur ton capteur. Voilà, faut le savoir. Ou par exemple, si tu shootes à travers une vitre, tu vas voir tout ce qu'il y a sur la vitre en avant-plan. Donc, maintenant que tu as fait ce premier choix artistique, tu vas devoir choisir si tu veux que ce qui bouge dans l'image soit figé, et pour ça tu vas régler la vitesse d'obturation. Et oui, en fait, la seule chose à comprendre pour réussir, c'est que plus ta vitesse d'obturation est élevée et plus les sujets en mouvement seront figés. Alors voici un exemple dit de pose longue où finalement tout est flou dans l'image, et voici un exemple de pose rapide, le sujet qui bouge est net. Et bien entendu, quand je dis tout est flou, c'est tout ce qui bouge qui est flou. Donc pour faire simple, choisis une vitesse d'obturation qui va dépendre de la vitesse de ton sujet. C'est ça qu'il faut retenir en fait. Plus ton sujet va vite, et plus tu vas augmenter cette vitesse. Voici mes règles en général. 1/50 de seconde à main levée pour des sujets qui sont statiques ou qui bougent très lentement. Encore une fois, c'est une vitesse minimum que je vais utiliser. 1/125 de seconde pour quelqu'un qui marche doucement, 1/250 de seconde pour quelqu'un qui marche rapidement, 1/500 ou 1 millième ou 1/3 millième pour des sujets qui sont très rapides, comme par exemple un oiseau, quelqu'un qui court ou une voiture. Tu dois te demander pourquoi ne pas mettre cette vitesse la plus haute possible, et en fait c'est parce que plus la vitesse est rapide et moins l'appareil va recevoir de lumière. En fait, regarde ce qui se passe dans notre appareil, tu vas vite comprendre. Notre obturateur, c'est le truc qui monte et qui descend, et plus il est rapide, et ben plus ton capteur voit moins longtemps le monde extérieur. En fait, c'est aussi simple que ça. Et plus il va vite, et plus tu es capable de figer un objet qui va rapidement. Du coup, pour des photos de nuit avec très peu de lumière, par exemple, il va falloir utiliser une vitesse très lente, comme 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes ou plus.
Et bien entendu, je te conseille de te mettre sur un trépied dans ce cas parce que si tu commences à bouger, et ben même toi, quand tu bouges, tu vas faire bouger ce que l'appareil voit et tout va être flou. Bon, ça fait pas mal de choses déjà, mais ne panique pas. En fait, il faut juste que tu décides si tu veux que ton sujet en mouvement soit figé ou flou. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, c'est à toi de faire un choix artistique. Maintenant, la grande question, ça va être que faire du coup si nos photos, elles sont trop sombres, s'il n'y a pas assez de lumière ou on perçoit pas assez de lumière dans notre image. Alors on y répond de suite, mais avant, si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de laisser un petit like et dis-le moi dans les commentaires, peut-être un petit peu où tu en es, quel niveau tu as en photographie, quel appareil tu utilises et ce que tu aimerais voir dans la prochaine vidéo. Bon, du coup, comment faire pour éclaircir notre image si elle est trop sombre? Et ben pour ça, il suffit de demander à l'appareil. Et oui, c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'on va parler de l'ISO maintenant. Les ISO représentent le gain du capteur qui est dans notre appareil qui lui est sensible à la lumière. En fait, plus ce chiffre est élevé et plus l'appareil va amplifier la lumière qu'il reçoit. Donc c'est génial. D'une certaine manière, on se dit, bah pourquoi est-ce qu'on va pas le mettre le plus haut possible? Eh bien, il y a une raison pour ça, parce qu'encore une fois, ce serait beaucoup trop simple. La photographie est faite d'équilibre permanent entre plusieurs aspects, et c'est la même chose dans la vie. En fait, plus tu montes tes ISO et plus tu vas avoir de bruit dans ton image. Par exemple, regarde ces photos prises à différents ISO. On regarde un petit peu dans les zones sombres, là où on zoome. En fait, tu peux voir qu'il y a du bruit dans certaines et moins dans l'autre. Donc le but, en fait, ça va être de garder ton ISO le plus bas possible pour minimiser le bruit tout en ayant une image qui soit bien lumineuse. Donc ça fait pas mal de choses, comme je disais. Il faut donc que tu ajustes tes ISO en fonction de l'éclairage, d'accord? Si tu vas à l'extérieur, par exemple, en plein jour, tu peux facilement rester à ISO 100, mais à l'intérieur ou le soir, il faut que facilement je me retrouve à faire grimper mes ISO pour compenser la perte de lumière. Si, encore une fois, je souhaite garder les choix créatifs que j'ai faits sur ma profondeur de champ et mon sujet figé, c'est-à-dire en réglant mon ouverture et ma vitesse d'obturation. Donc dernière chose, chaque appareil va avoir une qualité d'image différente au même ISO. D'accord? Encore une fois, plus tu vas payer cher en général et plus tu vas avoir des ISO élevés avec moins de bruit. Et le bruit à ISO élevé est surtout visible dans des conditions avec peu d'éclairage, mais il ne faut pas en avoir peur non plus parce qu'en fait, il vaut mieux que tu prennes une photo avec un peu de bruit plutôt qu'une photo ratée. Surtout que de nos jours, c'est extrêmement simple dans notre logiciel de retouche de venir finalement réduire ce bruit. Tu peux même le faire à l'intérieur de l'appareil si tu shootes en JPEG, mais ça on en parlera la prochaine fois. Waouh, ça fait pas mal de choses, mais pour récap. Premièrement, tu vas décider de la profondeur de champ avec l'ouverture. Plus petit le chiffre, le plus faible ta profondeur de champ et le plus de lumière. Donc, c'est à toi de choisir si tu veux beaucoup de choses nettes dans ton image ou pas. Deuxièmement, tu vas choisir ta vitesse d'obturation. Une vitesse d'obturation élevée si tu veux que ton sujet soit figé ou au contraire, une vitesse lente si tu veux qu'il soit flou ou si le sujet ne bouge pas. Et troisièmement, tu vas régler tes ISO afin de t'adapter à tes choix créatifs. D'accord? Le but, c'est d'avoir assez de lumière en ayant fait tes choix d'ouverture et de vitesse d'obturation. Et si jamais tu ne peux pas avoir assez de lumière, il va falloir essayer de régler 2-3 choses pour retrouver un équilibre afin d'avoir une image bien éclairée. Et pour ça, le plus important honnêtement, c'est de faire des tests quand tu es sur le terrain et de t'adapter en fonction. Bon, je te mets un résumé sur l'écran pour que tu puisses faire une copie d'écran et j'ai aussi une fiche de réglage gratuite que tu pourras trouver dans la description avec les paramètres que j'utilise le plus souvent dans les situations de tous les jours, en paysage et de nuit. Et si tu es toujours avec moi, eh ben félicitations parce qu'on vient littéralement de couvrir le mode manuel ensemble indirectement. Mais tu peux tout oublier maintenant parce que j'ai ma technique bonus si tu veux gagner un max de temps et simplifier les choses. Ça va être de le mettre en mode ce qu'on appelle semi-automatique, par exemple A ou AV qui va te permettre uniquement de régler ton ouverture, c'est-à-dire ta profondeur de champ. L'appareil va décider de ta vitesse d'obturation et de tes ISO. Et le deuxième, ça va être de se mettre en S ou TV qui va te permettre de régler uniquement ta vitesse d'obturation, c'est-à-dire si ton sujet il sera figé ou non, et de laisser à l'appareil le choix de l'ouverture et des ISO. C'est une technique que la majorité des professionnels utilisent autour du monde afin de shooter rapidement et efficacement. Et voici les fondations essentielles pour la photo. La clé, franchement, ça va être de faire ton expérience, mais n'oublie pas aussi de régler les autres paramètres à l'intérieur de ton appareil photo. J'ai une autre vidéo pour ça, afin que tu réussisses à prendre des photos nettes et que ça te simplifie l'usage de ton appareil. Je te laisse la regarder et maintenant n'oublie pas, sors, va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. Je te souhaite une très belle journée. Ciao.